Donc on va passer à la première plénière. Je vais donc demander à Philippe Romac et à Serge Boyer de venir prendre part. Et nous avons monsieur le docteur Michel Varouvial qui sera en visio, puisqu'il n'a pas pu venir aujourd'hui. Et puis notre maître de cérémonie, Guillaume Bonin. Est-ce que vous pouvez nous faire un rappel sur le cadre légal des protocoles de coopération? Alors, d'abord, les différences entre des protocoles de MSP, ou de PSLA, comme on les appelle ailleurs, et des CPTS. La différence entre les protocoles de MSP et de CPTS. Et puis, dans un deuxième temps, si vous pouvez revenir sur le fait qu'entre la commande ministérielle et les réalités de terrain, il y a des limites. Est-ce que celles-ci peuvent être levées par une expérimentation locale? Par exemple, ici, sur notre territoire rouennais. À vous. Bonjour à tous et merci beaucoup de votre invitation à votre forum. Et je regrette vraiment de ne pas pouvoir être parmi vous aujourd'hui. En fait, j'ai été rattrapé ces derniers jours par un virus que vous connaissez bien et qui ne me permet pas là aujourd'hui de me déplacer, mais surtout de contaminer l'ensemble des participants. Donc, je vais essayer, et j'espère que vous m'entendez bien, de répondre à vos deux questions. Alors, concernant le dispositif des protocoles de coopération, c'est un dispositif qui a été complètement rénové par la loi de 2019 et avec un pilotage maintenant par le Comité national des coopérations interprofessionnelles. C'est un dispositif piloté par le ministère de la Santé et en particulier par Brigitte Feuillois, qui est ma collègue, qui est aujourd'hui parmi vous, et par moi-même pour la DGES. C'est un dispositif qui n'est pas tout à fait neuf, puisque les protocoles de coopération peuvent être mis en œuvre depuis 2009 sous l'égide de la HAS, mais maintenant il y a un pilotage national qui permet d'être un développement plus adapté aux besoins du terrain et aux besoins de la santé publique. Et depuis 2021, les équipes peuvent également mettre en œuvre des protocoles locaux. Alors, ces deux points de protocoles nationaux et de protocoles locaux nécessitent probablement d'être clarifiés en quelques minutes, et c'est ce que je vais essayer de faire. Vous verrez que ces protocoles sont un cadre réglementaire pérenne qui permet aux professionnels de santé, à travers l'équipe, de transférer entre eux des actes d'activité de soins, de prévention d'ailleurs, pour répondre aux besoins des patients. Et ceci aussi bien en maison de santé pluriprofessionnelle qu'en CDD. Je voudrais peut-être revenir sur les protocoles nationaux. Il y en a 57 aujourd'hui qui sont autorisés sur tout le territoire national par arrêté du ministre. Ce sont des protocoles qui sont rédigés par les professionnels suite à un appel à manifestation d'intérêt. Nous publions après avis des CLP mentionnés et une autorisation nationale après un avis de l'autorité de santé. Et toute équipe peut mettre en œuvre ces protocoles, sauf que certains protocoles sont limités sur avis de la HAS à certaines structures. Par exemple, en 2020, la HAS avait souhaité que les protocoles de soins non programmés, que beaucoup d'entre vous connaissent, et angine, ne soient mis en œuvre que dans l'INSP, parce qu'ils estimaient que c'était dans ces structures que les conditions de proximité entre professionnels étaient réunies, que ça assurait la sécurité des patients. On sait que la pratique a changé. Vous savez que depuis cet été, ces protocoles sont également possibles dans ces PPS et la décision a été prise tout récemment de pérenniser l'extension de ces protocoles dans un cadre plus large de ces PPS que vous connaissez maintenant. Ces protocoles sont financés par l'assurance maladie avec un modèle économique individualisé. Ils ont publié 3 ou 4 par an sur des sujets de santé. Le deuxième type de protocole, ce sont les protocoles locaux. C'est quelque chose de tout à fait nouveau. Ça permet à des équipes de professionnels, qui peuvent être des établissements de santé, mais aussi en ville, de rédiger un protocole à son seul usage et sans avis préalable de l'autorité de santé pour un besoin qu'elle a identifié. En ville, seules les structures d'exercice coordonné qui ont signé un ACI avec l'assurance maladie peuvent rédiger et mettre en œuvre un
protocole local, c'est-à-dire en fait les OST et les CDD. Une mutation qui a été voulue par le législateur pour assurer une certaine maturité des équipes et aussi un certain canal de financement de ces protocoles. Une fois déclaré à l'ARS, après l'avis de la CME en établissement et l'intégration au projet de santé dans les structures, ces protocoles peuvent être mis en œuvre directement. Il n'y a pas de validation a priori ni a posteriori, simplement si les protocoles sont vraiment hors des clous, en prévoyant des choses qui ne correspondent pas aux exigences de qualité et de sécurité, eh bien, ils peuvent être suspendus par l'ARS, où l'ARS peut demander des améliorer. Ces protocoles sont financés, sur le pire, par l'ARS, par subvention à la structure, à charge à la structure de reverser ensuite aux professionnels qui mettent en œuvre. Si les protocoles sont récurrents et paraissent particulièrement pertinents, le comité national des coopérations peut les déployer au niveau national. Donc vous voyez qu'avec ces deux types de protocoles, nous disposons de palettes qui permettent la réponse aux besoins de partage de tâches, d'activités entre professionnels. C'est un dispositif qui a trouvé sa place aujourd'hui sur le dispositif au plan national. On compte environ 1700 dossiers de déclaration qui ont été déposés depuis 2020 sur l'application centralisée du ministère, la majorité de la matérialisation. La palette des sujets couverts par ces protocoles est large. On peut citer la filière visuelle, l'orthoptisme et ophtalmo, le protocole azalé que vous connaissez bien, les instruments programmés, la réalisation de l'échographie par les défibrillateur radio, la prise en charge des diabétiques, mais aussi la fragilité des personnes âgées. Nous avons aujourd'hui le plaisir, avec l'élite de voir, de vous annoncer la publication au JO d'un tout nouveau protocole qui a été élaboré dans le cadre de CPTS et qui va être ouvert aux USP également, qui concerne la coopération entre médecins et infirmiers pour la prise en charge à domicile des patients âgés ou en situation de handicap qui ont des difficultés pour se déplacer ou quitter le médecin. Ceci permettra de répondre aux besoins de santé de cette population fragile et d'augmenter le temps de présence des soignants à son domicile. Nous misons particulièrement sur ce protocole pour faciliter l'accès aux soins de cette population et réduire les événements de santé qui pourraient l'amener aux urgences, par exemple. Pour conclure, je dirais que ces protocoles, finalement, demandent encore à être améliorés. Bien sûr, en termes de simplification, on a déjà fait beaucoup, il y a des modèles simplifiés, une déclaration qui prend maintenant que quelques minutes. Il repose toujours sur l'engagement volontaire des professionnels de santé. C'est quelque chose qu'il faut souligner. Si les MSP ou les CPTS décident de mettre en œuvre un protocole, ça n'oblige pas chacun des professionnels adhérents à y adhérer. Les décisions volontaires de sa part, c'est très bien comme ça. À la fois du point de vue de la liberté d'exercice et aussi parce que ça serait vraiment contre-productif que les CPTS obligent ses adhérents à créer un protocole. Il y a bien sûr une formation des délégués à cette prise en charge nouvelle, à ces compétences nouvelles auxquelles ils accèdent, souvent c'est au sein des équipes et qui est un facteur de renforcement des liens entre professionnels. Souvent on nous interroge sur la responsabilité des professionnels qui s'engagent dans ces protocoles. C'est une responsabilité d'équipe, parce que qui dit protocole dit équipe de soins. C'est d'ailleurs un des éléments de consolidation des équipes, et on l'a bien observé cet été lors de l'extension du protocole de soins non programmés au CPTS. Mais il ne faut pas avoir peur de cette notion de responsabilité. À partir du moment où il y a une proximité de pratique et une confiance mutuelle entre professionnels, où on suit les protocoles, tout se passe bien, et ce qui est très important, c'est d'insister sur la traçabilité des actions et des communications qui permettra de sécuriser ces pratiques du point de vue des professionnels. Votre deuxième question sur est-ce qu'on peut faire des choses, est-ce qu'on peut expérimenter de nouvelles choses en dehors de cette commande? Alors il n'y a pas de commande, hein, c'est plutôt des opportunités qui sont offertes.
on peut toujours, mais un protocole, ce n'est pas expérimental, c'est un cadre pérenne. Je trouve que, je voudrais souligner ça, que l'opportunité des protocoles locaux permet aux équipes de mettre en œuvre des pratiques innovantes qui correspondent vraiment à leurs besoins et que c'est par ce canal qu'on pourra apporter une réponse à votre souhait d'expérimentation de nouvelles pratiques et de nouveaux modes de travail en commun. Pour le reste, c'est aussi en participant avec Brigitte Feuillebois à des manifestations comme celle que vous organisez que nous pouvons écouter, je dirais aussi entendre ce dont vous avez besoin, vos remarques, vos suggestions, quelquefois vos critiques, et en tenir compte pour faire évoluer le dispositif. Donc, Brigitte et moi à distance, nous allons suivre vos débats avec beaucoup d'intérêt et essayer de nous en inspirer pour la suite de ce dispositif. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous et bon rétablissement. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions à l'égard de Michel Varron dans la salle? Je crois qu'il y a peut-être sur la discussion en ligne. Est-ce qu'on m'entend là? Oui. Oui. Oui, vous avez parlé de la simplification pour faire la déclaration des protocoles. Et est-ce qu'on peut rappeler du coup comment, parce que moi je sais comment elle est faite et comment c'est très rapide, mais il y a une adresse et il y a peut-être des gens qui ne savent pas comment pratiquer pour faire la déclaration des protocoles en ligne. Oui, depuis 2 ans, la déclaration qui se fait auprès de l'ARS se fait sur un site dédié centralisé au niveau du ministère, qui a une redirection automatique vers l'ARS. Ça nous permet aussi d'avoir une vision du déploiement des protocoles et de travailler avec les ARS en cas de besoin d'appui. Jusque-là, la déclaration se fait peut-être sous une forme sécurisée au point de vue juridique, mais un peu lente, avec nécessité de dépôt de pièces d'identité pour chaque participant. Nous l'avons expérimenté cet été, un formulaire de déclaration unique par équipe. Alors, dans le cadre d'une CPTS, où il y a quelquefois 50, 60, 70 participants à un protocole, c'est indispensable, qui permet en quelques minutes, c'est de l'ordre de 3 à 5 minutes, d'avoir une déclaration. Donc, les choses sont beaucoup simplifiées. Je vais parler fort. Allô ? Je vais parler fort, c'est pas grave. Cet été, quand on nous a proposé les protocoles, ça y est, fonctionne. Quand on nous a proposé les protocoles, on les a étudiés. Ils sont franchement très bien faits pour les soins non programmés, cystites, angines, etc. Ils étaient vraiment remarquables. Donc on a voulu les mettre en place. Et on s'est aperçu qu'en fait, si une CPTS donnait son accord, il suffisait qu'un seul médecin sur tout le territoire soit le médecin de référence, et toutes les pharmacies pouvaient travailler avec lui. Alors ça aurait donné un truc vachement logique, un patient a une angine, on fait un test, finalement ça sort du protocole, il faut qu'il voit le médecin, et là il l'envoie où? Voilà. Donc il y avait un seul médecin qui pouvait être fédéré pour tous les pharmaciens. Ça me paraissait très 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 loin des équipes pluripro qu'on essaie de constituer avec une coordination avec le pharmacien du quartier, entre le patient qui a le respect du parcours de santé tout simplement. Alors, ça c'était la première chose qui n'était pas très correcte. Donc, ce qu'on voulait faire, c'était simplement faire une très bonne coordination entre tous les pharmaciens et les médecins traitants des patients. Et donc ça aurait été très bien. Et puis avec le SAS, puisqu'on a le SAS au Havre. Et donc on était prêt à partir là-dessus, s'il y avait cette bonne coopération, ce respect du parcours de soins. Et après, c'est poser la question d'une clé de répartition, parce que dans le protocole pour les orgies, par exemple, il y a 25 € qui peuvent être payés, et à nous de faire une clé de répartition entre le pharmacien et le médecin. Et là, c'était à la CPTS de payer. Alors, on imaginait le pharmacien qui voyait un patient, il fallait qu'il sache quel était le médecin traitant, qu'il envoie à la CPTS le fait que c'était tel patient. Enfin, vous voyez, déjà, c'est tellement compliqué, à la fin, on ne s'en sort pas. Et donc, on s'est dit, il y a un outil informatique à faire, extrêmement simple, avec la carte vitale du patient. Aussitôt on sait quel est le médecin, on clique sur le médecin, on clique sur le pharmacien, la CPTS reçoit l'information,
automatiquement c'est envoyé à la caisse primaire d'assurance maladie, et après le paiement se fait très bien. Donc il y a un outil informatique à faire, absolument indispensable. On voulait le faire parce qu'on a des gens compétents qui auraient pu le faire, mais franchement là c'est un outil national quand même à créer, ou au moins régional. Et je pense qu'il y a quelque chose de très 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 simple à faire techniquement, mais il faut le faire, je pense, au niveau de la région, parce que ça permettrait de faire avancer ces protocoles très très vite, avec une juste respect du parcours des soins. Voilà, c'était Mathieu. Deux questions maintenant, parce qu'elles sont importantes. La première chose, c'est que nous ne souhaitons pas une ubérisation des protocoles de coopération, qui n'est pas d'ailleurs supportée par la réglementation, avec au niveau d'une région un seul médecin référent et beaucoup de pharmacies. Alors, évidemment, les pharmaciens sont engagés avec un certain enthousiasme dans cette possibilité de nouvelles pratiques. Nous le comprenons très bien, et c'est d'ailleurs tout à fait souhaitable pour ce qui est de l'accès aux soins. Mais je l'ai dit et je le souligne, un protocole de coopération, ça s'applique au sein d'une équipe de professionnels qui travaillent ensemble, et plus il y a proximité et habitude de travailler en commun, plus il y a confiance et efficacité auprès du patient. C'est donc dans cette voie qu'il faut s'engager, et pour avoir suivi de près les déclarations des CPTS au protocole de CPT, j'ai pu remarquer que beaucoup de CPTS s'engageaient petite équipe par petite équipe de proximité, la CPTS jouant un rôle de promotion et d'organisation. Je voudrais rappeler d'ailleurs à cet égard que les protocoles de coopération s'appliquent sur le lieu d'exercice des professionnels. Et la CPTS n'étant pas une structure d'exercice, son rôle est d'organiser et de soutenir l'organisation de ces protocoles, de les promouvoir, mais la CPTS n'est pas un lieu d'exercice. Néanmoins, nous avons, c'est probablement pour ça que vous en avez parlé, les délégués exercent leur activité de délégation. Ils doivent pouvoir joindre au moins un médecin en cas de demande d'avis ou de réorientation du patient. Si le médecin traitant du patient n'est pas là, eh bien, ça doit être un médecin de la CPTS qui peut répondre à la demande du délégué. Ceci est facilement organisable et n'exonère pas de cette notion d'équipe de proximité. La deuxième chose, c'est cette problématique de tarification. Alors, je ne pense pas qu'on va s'engager dans une procédure région par région. Aujourd'hui, l'assurance maladie n'est pas en mesure, mais elle le sera peut-être bientôt, de permettre une tarification directe de ces protocoles de coopération, qu'ils soient de soins non programmés ou pas d'ailleurs. Les choses sont plus simples en réalité que ce que vous avez dit. La CPTS envoie un bordereau tous les 3 mois du nombre de protocoles réalisés par les membres de la CPTS. Nous ne demandons pas, sur ce formulaire, l'identification des patients concernés. Ce serait d'ailleurs tout à fait dangereux et illégal, puisque ça voudrait dire que sur des espaces qui sont assez faiblement sécurisés quelquefois, des espaces informatiques assez faiblement sécurisés, le fait qu'un patient ait telle ou telle pathologie devienne du domaine public, et ça, nous ne le souhaitons pas. Donc, il y a un bordereau très simple. Il suffit qu'un délégué dise à la CPTS « j'ai vu tel patient tel jour », et bien sur le fond de la confiance qu'on fait à la fois aux professionnels et à la CPTS, le bordereau de tarification peut être établi. C'est peut-être un peu primitif comme façon de faire, mais pour le moment, c'est simple. Et nous espérons bientôt pouvoir, comme vous le souhaitez, proposer au niveau national des modifications de code et une possibilité de tarification plus simple. Ceci est l'objet de travaux aujourd'hui avec la... Merci. Nous allons continuer les questions avec Philippe Romac. Donc, vous représentez le lien entre le ministère et le terrain dans l'application pratique des protocoles de coopération. Où en est-on sur le terrain et comment voyez-vous votre accompagnement des professionnels sur le terrain? Je vais lui donner. Merci pour votre question. Effectivement, le terrain il commence à s'exprimer ce matin, puisqu'il y a déjà quelques collègues, Dr Blondet, que je salue, qui vient de poser des questions très concrètes. Et on se voit effectivement, on sait que le diable se cache toujours dans les détails.
Donc l'ARS est là effectivement pour être à l'écoute. Alors dans la salle, il y a quelqu'un d'important sur ces sujets-là, c'est Madame Delacour, Geneviève Delacour, qui est ici présente, et qui à l'ARS justement est un contact privilégié sur ces questions de protocole. Donc je pense que c'est vraiment un nom qu'on pourra verser dans les documents qui retracent cette journée, parce que pour les professionnels effectivement qui souhaitent contacter facilement l'ARS sur ces sujets, bien sûr il y a les directions territoriales qui sont au plus proche du terrain, avec des délégués territoriaux, par exemple Laure Soucaille ici qui est déléguée territoriale sur le territoire de Rouen et de Dieppe, mais Geneviève Delacour est vraiment la référente sur les questions de protocole. Donc la première étape pour nous, c'est d'être joignable, contactable de manière facile, par mail, par téléphone, sur toutes les questions qui se posent. Et d'être contactable, ça veut dire aussi d'être en capacité à la fois de comprendre la question et puis d'y apporter, pas forcément de manière immédiate, mais d'y apporter une réponse dans un délai raisonnable, ce qui nous challenge aussi. Puisque parfois, effectivement, la question elle est très pertinente et les éléments de réponse ne relèvent pas nécessairement de l'ARS ou alors sont relativement complexes et difficiles à mettre en place. Donc il y a en tout cas ce dialogue qui est nécessaire. Ça l'est d'autant plus qu'on a des CPTS qui se structurent sur le territoire. Donc ça, pour nous, c'est une très bonne nouvelle. On peut remercier l'APSAR à double titre de nous avoir invités aujourd'hui, d'organiser ce temps d'échange et aussi de montrer qu'une dynamique de CPTS sur un territoire comme la métropole de Rouen est possible, puisque vous avez accompagné 5 projets qui sont effectivement en train de tous de voir le jour. On a bien sûr d'autres territoires qui sont aujourd'hui couverts par des CPTS. On citait effectivement Le Havre, qui est une CPTS qui me semble assez modèle en son genre, parce qu'il y a une grande dynamique, me semble-t-il. En tout cas, moi je l'ai observé un samedi matin, on a eu la chance de venir vous voir. Voilà, Serge Boyer en témoigne. On sent qu'il y a devant nous 150 professionnels, plus d'ailleurs, qui se parlent, qui réfléchissent sur des questions concrètes et qui apportent des réponses. Les CPTS apportent des réponses et facilitent les échanges. Et donc sur les protocoles, je pense que les CPTS ont un rôle clé à jouer. Et donc nous, ARS, on souhaite effectivement encourager, accompagner ces CPTS, bien sûr les financer comme on le sait, notamment dans la phase d'amorçage, puisque ensuite l'assurance maladie finance dans le cadre de la CI, et permettre justement, je dirais, la relation étroite. Parce que j'ai ramené quelques chiffres sur les protocoles aujourd'hui sur le territoire de la Seine-Maritime. Voilà, pourquoi pas, on va en prendre d'autres. Et sur les protocoles de coopération, on a aujourd'hui 194 médecins et 185 paramédicaux qui sont impliqués dans des protocoles de coopération en Seine-Maritime. Et quand on regarde sur les médecins généralistes, par exemple, c'est 36. Donc certes, on a une démographie de médecins généralistes qui est faible, mais je pense qu'on peut faire mieux. Il y a de la marge de progression. Donc voilà, donc je redis effectivement tout l'intérêt qu'on a à ces dynamiques de CPTS, puisqu'elles ont une force d'entraînement. J'y crois beaucoup. Sur cette densité de professionnels, je ne veux pas me disperser trop, mais je regardais hier les chiffres de densité des médecins généralistes sur le territoire de la Seine-Maritime, à titre d'exemple, entre médecins généralistes et infirmières libéraux. Je vois Mme de Souza que je salue aussi. Et le hasard fait que, par exemple, sur la communauté de communes Falaise du Talou, pour citer un exemple de territoire rural, la densité de médecins généralistes est à 34 et la densité d'infirmiers libéraux est à 80. Et sur le Havre, et en fait c'est la même chose, c'est-à-dire que la densité de médecins généralistes est à un peu moins de 80, sachant que la moyenne nationale est à 85, la densité de médecins généralistes. Et en fait, sur la densité d'infirmiers libéraux, c'est le double. Donc, bon, c'est pour ne citer que les infirmiers libéraux. Les pharmaciens, donc on vient de mentionner, sont évidemment, les masseurs kinésithérapeutes sont évidemment des professionnels importants dans ces protocoles. Mais on voit bien que, ne serait-ce que par ces chiffres et ces questions démographiques, il y a tout intérêt à travailler sur ce qualitatif, sur ce parcours de soins. Parce que, et même si demain, quand je dis demain, c'est après 2030, quand la suppression du numerus clausus portera ses
ses effets. Même si demain on avait plus d'installations de médecins généralistes, on a besoin de ces protocoles de coopération parce qu'aujourd'hui ça libère vraiment du temps soignant et ça met le temps soignant là où il est le plus utile, le plus efficient. Voilà en quelques mots peut-être les premiers éléments de réponse. Merci. Est-ce qu'il y a des questions sinon on peut continuer avec Serge Boyer. Vous êtes responsable à la CEPAM du financement des protocoles. Quel est le financement des protocoles pour les MSP et les CPTS au niveau national ou local? Est-ce qu'il existe des critères d'objectifs différents en fonction du cadre dans lequel on effectue les protocoles? Merci. Alors, Philippe Romain disait souvent le diable se situe dans les détails. Généralement, l'assurance maladie, c'est le diable et c'est souvent le détail. Donc, j'ai forcément pas forcément le meilleur rôle sur le sujet. Quand j'ai vu votre question, pour préparer cette intervention, je me suis dit qu'il y avait toutes les conditions étaient réunies pour être dans une chose trappe, infernale, techno, incompréhensible par tout le monde. Donc je vais essayer de revenir sur peut-être l'ensemble du dispositif. Parce que quand on parle de protocole, on y met plein de choses dedans. Alors, on vient de voir, et ça a été largement évoqué, la question de ces protocoles de coopération donc, qui sont validés par une structure. On est dans l'organisation pluriprofessionnelle et de coopération entre professionnels, ça c'est une chose. Et n'oublions pas qu'à côté de ça, nous avons dans le cadre des maisons de santé pluriprofessionnelles qui sont adhérentes à l'accord conventionnel interprofessionnel, la production, la réalisation de protocoles, on va dire, qui sont plutôt centrés sur du parcours patient, qui font l'objet d'un financement, dans une limite, donc chaque MSP travaille sur ces sujets. Voilà, je veux améliorer le parcours patient des patients diabétiques que nous prenons en charge, je veux améliorer ceci. Ça a été ouvert également sur l'insuffisance cardiaque, et vous avez pu tous noter que cette année, l'insuffisance cardiaque fait l'objet d'un travail tout à fait spécifique, particulier de promotion, de repérage, d'accompagnement dans le parcours de l'ensemble des patients, d'éviter tout un tas d'hospitalisations. Voilà, l'idée c'est d'améliorer en fait ce qui se passe sur le terrain. La même chose sur les maladies chroniques, les maladies rénales chroniques terminales. Ça fait l'objet, dans le cadre des MSP, de protocoles qui sont réalisés par les professionnels. Chaque année, on a une clause de revoyure, donc on regarde comment tout ça fonctionne, et ça fait l'objet de ce financement. Alors, je crois qu'ils sont valorisés, si ma mémoire est bonne, à hauteur de 700 € par an. Voilà. Donc ça veut dire que c'est une des formes de protocoles qui existent. Il ne faut pas les oublier parce que dans l'ensemble de l'écosystème, ils ont une place. Et puis on a le deuxième version qui vient d'être évoquée, qui est celui plutôt d'éléments de coopération, de meilleure articulation de l'intervention de chacun des professionnels, avec ce qu'on appelle communément de la délégation de tâches, donc qui vient d'être rappelé sur un champ, déclaration, et puis ensuite après exercice ou financement selon deux cadres. Ça a été évoqué, les protocoles locaux, c'est plutôt financement sur le fonds d'intervention régionale, donc c'est directement par les équipes de l'agence. Et puis les protocoles qui s'inscrivent dans le cadre des protocoles nationaux font l'objet de ces fameux bordereaux qui ont été évoqués, ou le rebond sur la question qui a été posée par Mathieu Blondet, de dire finalement, est-ce que aujourd'hui on est quand même dans un cadre, on va dire, assez classique de facturation à l'assurance maladie. Alors, vous avez compris qu'il y a une subtilité, c'est que les informations qui sont transmises pour le financement de ces protocoles sont anonymes. Donc, on ne peut pas les raccrocher à un dossier patient, comme on sait parfaitement le faire pour d'autres choses. Peut-être que ceci évoluera. Et ceci fait l'objet d'un circuit qui met en ligne à la fois l'agence, les équipes de la CEPAM, et puis on assure des versements, alors principalement au CISA des MSP, puisque c'est là où
sont le plus souvent développées, et puis maintenant ouverts aussi aux CPTS qui sont existantes. Hein. Donc l'ensemble de l'écosystème de ces protocoles s'inscrit en fait dans sur ces deux pieds. Hein. Un pied qui relève d'un accord conventionnel interprofessionnel. Alors, c'est l'assurance maladie qui discute avec tous les syndicats représentatifs des professionnels de santé, se met d'accord sur un cadre conventionnel de financement et d'accompagnement à la fois des maisons de santé pluriprofessionnelles, d'une part, des communautés professionnelles territoriales de santé, d'autre part, et qui permet, eh bien, finalement, quand on ajoute une couche de coopération, d'articulation professionnelle ou voire de fonctionnement de structure, permet de financer tout ça au-delà de la réalisation quotidienne des actes que vous réalisez, que vous faites tous les jours. Là, on est dans un cadre classique qui a été évoqué par Mathieu Blondet, qui est celui d'un financement, vous connaissez, avec la carte vitale, carte CPS, etc., etc. Voilà. Donc c'est ce cadre-là de financement. Et donc dans un des volets qui est le suivi de l'activité des MSP, effectivement, les protocoles qui sont réalisés, qui sont travaillés dans chacune des maisons de santé pluriprofessionnelles, font l'objet annuellement d'un échange avec les équipes de l'assurance maladie. Alors c'est plutôt avec les équipes du service médical. Alors vous avez l'audio des Valérie sur le département, hein, Valérie Moyon sur le Havre et puis Valérie Buvois sur Rouen, hein, qui sont plutôt à la manœuvre sur le sujet et qui permet en fait derrière de déclencher l'ensemble des paiements, mais voilà, sur lequel je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de sujets. Et puis l'autre volet sur lequel l'assurance maladie ne procède pas à d'évaluation en tant que telle, hein, puisque le cadre en a été rappelé, mais on vient financer donc, ces actes réalisés dans ce cadre de cette coopération interprofessionnelle sur la base de ces bordereaux. Et puis on verra évidemment, plus cela se développera, plus je pense cela poussera à intégrer ça dans un cadre de financement beaucoup plus classique que vous connaissez, qui est aussi sécurisé, hein, il faut le rappeler, mais qui nécessite que tous les éditeurs de logiciels de toutes les professions de France, de Navarre et des territoires d'outre-mer les intègrent. Et vous le voyez, vous le vivez, c'est pas aussi simple que ça. Hein. Il ne suffit pas qu'il y ait un cahier des charges national, qu'il y ait des moments de validation avec ces éditeurs de logiciels pour que tout ça atterrisse sur le terrain au jour J, à leur H, sans problème, sans difficulté. Alors, je dirais, moi j'ai les mêmes à la maison, hein. C'est un peu ça. Hein. On a la même chose en miroir, c'est-à-dire que parfois les difficultés que vous rencontrez sur la mise en œuvre de ces cahiers des charges informatiques, nous avons aussi parfois les mêmes difficultés. On essaie de faire en sorte que tout ça soit lissé, mais il ne faut pas le négliger, c'est aussi la vraie vie du terrain. Voilà. Merci beaucoup. Un petit rappel, pour ne confondons pas tout, c'est des petites vidéos qui sont disponibles sur le site d'Avec Santé, qui est la fédération des fédérations régionales des maisons de santé, et notamment la différence entre ce que c'est qu'une coordination de CPTS, une coordination de MSP, et un protocole de CPTS et de MSP, etc. C'est des petites vidéos très courtes, très bien faites. Et merci pour vous être lancés aussi dans ces réponses, messieurs. Est-ce qu'il y a des questions avant de passer aux ateliers? Oui, Guillaume. Oui. Je n'ai pas besoin de micro ce matin. Oui, mais Cyber, de la FUDé. Ils en ont besoin peut-être. Ça n'amène peut-être pas de réponse tout de suite, mais c'est pour la réflexion de la journée. Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'on va changer de mule? C'est-à-dire qu'on a chargé la mule des médecins et on ne va pas charger la mule des paramètres. Je pense aux kinés, notamment, j'ai eu l'occasion de discuter il y a quelques jours avec des kinés qui disent de toute façon, on n'a déjà pas le temps de voir nos patients. Tu vas nous envoyer les entorses ou les lombalgies, mais en fait, on ne va pas plus les voir plus vite que vous, et quand on aura besoin de vous, vous ne serez pas plus joignable. Est-ce qu'on n'est pas en train de changer de mule, mais que en fait, les mules sont déjà bien chargées? Voilà. Alors, il n'y a peut-être pas de réponse, mais je pense que pour la réflexion de la journée,
commencer à répondre. Bon. Allez, Michel Barou. Bon, voilà. Il y a une table ronde sur le sujet. Hein. Il y a une table ronde sur le sujet quand même. Et pas sur les bulles, sur le chargement. Combien je décharge? Oui, c'est ça. Est-ce que on passe aux ateliers? Ah non, question, monsieur Barou. Je voulais juste dire rappeler un point sur les protocoles qui est fondamental. C'est-à-dire que ce n'est pas une obligation. Les protocoles sont une solution donnée aux professionnels qui veulent s'y engager, à la fois pour répondre aux besoins de leurs patients et aussi pour mieux s'organiser en fonction de leur disponibilité, de leurs aspirations et de leur travail en commun. C'est aussi ça la force des protocoles. C'est une opportunité, mais ce n'est pas une contrainte. Si on dit les protocoles comme une obligation de faire, c'est quelque chose qui ne marchera jamais. Et pour reprendre votre métaphore, on ne fait pas avancer une mule qui ne veut pas avancer, ce n'est pas l'objet des protocoles. Il ne s'agit pas de reporter un poids d'un professionnel sur un autre, mais vraiment de s'organiser ensemble pour que tout se passe bien. Oui, on a une table ronde sur ce sujet-là cet après-midi, où il y aura notamment un kiné qui va nous expliquer comment il s'est organisé pour répondre, plusieurs kinés, mais dont un, comment il s'est organisé pour répondre aux soins non programmés alors qu'il était à plus de 6 semaines de délai. Donc je pense que ce sera le lieu d'échange à ce moment-là. Eh bien, je vous invite tous à rejoindre vos ateliers et merci encore.